Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un constitutif très important des molécules organiques. Ce sont les protéines. Quelle est la structure générale des protéines? Les protéines sont des macromolécules. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'elles sont de grandes molécules. D'habitude, les molécules de protéines ne sont pas petites, elles sont grandes. Donc, ce sont des macromolécules. Et elles sont complexes, comme nous allons le voir dans l'explication suivante. Et elles sont non ramifiées. C'est-à-dire, si vous regardez par exemple une chaîne polypeptidique qui est faite d'acides aminés, vous allez trouver qu'il n'y a pas de branche qui origine de cette chaîne polypeptidique. Donc, les protéines sont caractérisées par étant des macromolécules, étant complexes, étant non ramifiées, et en plus, nous allons voir une quatrième caractéristique qui est les éléments constitutifs des protéines. Les protéines étant des molécules organiques, donc doivent contenir du carbone et de l'hydrogène. Elles doivent contenir du carbone et de l'hydrogène. Donc, nous devons avoir carbone et hydrogène. Mais en même temps, il y a d'autres éléments qui sont d'habitude présents. Par exemple, nous avons l'oxygène et le phosphore. Jusqu'ici, les constitutifs des protéines sont les mêmes que ceux des molécules des acides nucléiques. Mais ce qui distingue les protéines, c'est la présence de cet élément qui est le soufre, dont le symbole est S. Les acides nucléiques ne contiennent pas de soufre. Ici, bien sûr, on a agrandi certaines molécules d'acides aminés pour vous montrer que la chaîne d'acides aminés ou la chaîne de polypeptidiques est le constitutif principal des protéines. Vous avez ici phénylalanine, vous avez leucine, vous avez sérine, vous avez cystéine. Et on vous montre alors que la chaîne polypeptidique va être distinguée par le type ou le genre d'acides aminés qui font la chaîne, par leur ordre dans la chaîne et par leur nombre et combien de fois ils sont répétés. Ici, on a agrandi une des molécules pour vous montrer le groupe amine d'un côté et le groupe carboxylique de l'autre côté et le radical R, et nous allons expliquer tout ça en détail. Les protéines sont très importantes dans le corps humain. Tout d'abord, elles sont très importantes pour la division mitotique, c'est-à-dire les cellules, pour se diviser, pour se multiplier, elles ont besoin de protéines. Pourquoi? Parce que les protéines sont très abondantes dans le cytoplasme, dans les organelles, dans les membranes cellulaires. Et donc, avant de se diviser, avant de donner deux cellules filles, toutes ces protéines-là doivent être abondante et suffisante dans la cellule pour qu'elle puisse se diviser. Et la division mitotique de la cellule va nous donner deux cellules filles qui sont semblables à la cellule mère. Et donc, si la division mitotique continue, le nombre des cellules va grandir et c'est ça ce qu'on appelle la croissance, c'est-à-dire augmenter le nombre de cellules. Mais il y a aussi la fonction de réparation, c'est-à-dire n'importe quel tissu qui est endommagé dans le corps vivant ou le corps humain en particulier va être réparé, c'est-à-dire que les cellules endommagées vont être exclues, nous allons nous débarrasser de ces cellules et les cellules vivantes qui fonctionnent bien vont se diviser pour remplacer ces cellules endommagées. Si vous avez une blessure, donc les cellules autour de cette blessure vont se diviser pour remplir le vide entre dans la peau et alors réparer cette blessure-là.
Mais les protéines aussi sont importantes pour la signalisation intercellulaire. Nous avons parlé de ça dans des vidéos précédentes. Nous avons dit que sur les membranes plasmiques, il y a des molécules de protéines très importantes qui sont appelées les récepteurs. Ces récepteurs-là sont dans une conformation tridimensionnelle, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des domaines où ils peuvent s'attacher ou se lier à une molécule de signalisation que l'on appelle le signal. Les récepteurs, la plupart du temps, sont des protéines et les molécules de signalisation sont la plupart du temps des protéines comme les hormones, par exemple, ou le facteur de croissance, ou bien des protéines compliquées, ou bien des peptides comme l'hormone qui s'appelle l'insuline. Et même les transducteurs euh, qui sont capables de changer ce signal, c'est-à-dire la liaison entre le signal et le récepteur en réponse cellulaire, les transducteurs comme les protéines G sont eux aussi des molécules de protéines. Par exemple, nous avons vu dans des vidéos précédentes et nous allons expliquer en détail dans le chapitre sur la cellule que les protéines G sont formées de trois parties, alpha, bêta et gamma, c'est-à-dire qu'elles sont hétéro veut dire différentes, trimériques, c'est-à-dire qu'elles sont formées de trois monomères. L'effecteur, alors, est une enzyme. Donc, quand la liaison entre le signal et le récepteur est effectuée, le transducteur est activé, ensuite l'effecteur qui est l'enzyme est activé, et donc cette réaction-là est le précurseur du second messager, qui est l'adénosine monophosphate cyclique. Nous allons voir ça tout à l'heure, non pas tout à l'heure, mais dans une autre vidéo. On appelle ça le second messager parce qu'il va activer des enzymes que l'on appelle des effecteurs internes et à la fin, on va obtenir la réponse cellulaire. Donc, tout le long du trajet, nous avons des molécules de protéines. De même que les protéines sont importantes pour la régulation hormonale. Par exemple, régulation du niveau de glucose dans le sang, c'est-à-dire la régulation de la glycémie, c'est-à-dire quelle est la quantité ou le niveau ou le taux de glucose dans le sang. Pourquoi? Parce que l'insuline, qui est une hormone, l'insuline est une molécule de signalisation des hormones et elle a son récepteur spécifique. Et quand il y a une liaison entre l'insuline et le récepteur spécifique, le transporteur de glucose, qu'on ne voit pas ici sur la membrane, mais imaginez qu'il y a un transporteur qui lui-même est une protéine, va aider la glucose à entrer. Donc, si l'insuline ne se lie pas à son récepteur spécifique, le transporteur de glucose ne va pas aider le glucose à entrer dans la cellule et vous pouvez vous imaginer comment cela va affecter la cellule négativement. Ensuite, les protéines sont importantes pour l'activité enzymatique. Vous savez tous que les enzymes sont des protéines et que les protéines que les enzymes en particulier sont responsables de catalyser des réactions chimiques. Et vous savez aussi que chaque enzyme va activer une réaction chimique spécifique. Le cinquième rôle bien sûr, les protéines ont beaucoup plus de rôles, mais on parle ici des rôles les plus importants. Le cinquième rôle qui est très important, c'est la fonction de mouvement. Dans les muscles, nous avons deux types de protéines très importants, appelées l'actine et la myosine. Ces protéines-là sont présentes dans toutes les cellules musculaires. Et ce sont des fibres protéiques. Quand on dit fibre, on veut dire une molécule qui est longue et fine. C'est pas une molécule sphérique, par exemple. C'est une molécule longue et fine. Et ils sont responsables de la contraction des muscles. Donc, toutes les contractions
de vos muscles que vous faites pour bouger sont la fonction de l'actine et la myocine. Ici, nous voyons une partie d'un muscle et nous voyons la myocine ici. Toutes ces fibres-là en violet foncé sont des myocines et celles en bleu clair sont les molécules d'actine. Vous pouvez alors remarquer qu'elles sont allongées, qu'elles sont fines, mais que les molécules de myocine sont un peu plus elles ont un diamètre plus grand que celle de l'actine. Et il y a une communication entre l'actine et la myocine, de façon que la myocine est capable de pousser ces deux filaments d'actine vers le centre de ce segment musculaire, vers la ligne M. Et quand toutes les molécules d'actine se rapprochent, donc ces deux lignes Z vont s'approcher, donc le muscle ou ce segment du muscle va se raccourcir et c'est ça la contraction des muscles. Quand un muscle se contracte, donc il devient plus court et donc il va rapprocher les os les uns des autres et il va bouger les articulations. Tout ça va être expliqué dans une vidéo sur le système musculaire, mais c'est déjà présent sur la chaîne, mais en anglais. The Muscular System est déjà présent sur la chaîne, donc vous pouvez vous référer jusqu'à ce qu'on puisse vous diffuser la vidéo sur le système musculaire. Ici, nous voyons dans ce diagramme-là comment la myocine en détail a ce qu'on appelle, cette extension-là, on appelle la tête de myocine. Et la tête de myocine va s'attacher ici avec la présence, bien sûr, du calcium. Et quand elle s'attache ici, elle va pousser l'actine. Donc, les deux segments d'actine vont se rapprocher les uns des autres en glissant sur la myocine. Quelles sont les sources alimentaires des protéines? Nous avons plusieurs sources alimentaires de protéines comme poisson, volaille, viande, haricots, arachides, etc. Et 1 gramme de protéines est capable de libérer 4 calories lorsqu'il est brûlé dans un calorimètre. Mais pourquoi ceci ne se passe pas d'habitude dans le corps humain? Parce que le corps humain ne se réfère pas à brûler les protéines euh, puisqu'il a les glucides et les lipides. Donc, on commence tout d'abord par brûler les glucides. Quand on a fini tous les glucides dans le sang et dans les cellules, on va donc libérer on va transformer les lipides en glucides et brûler les protéines pour obtenir de l'énergie. Ça, c'est l'étape dernière quand on n'a plus de source parce que c'est dangereux. Parce que quand vous libérez de l'énergie des protéines, donc vous êtes en train de démolir vos muscles et donc vous allez avoir des muscles très faibles si cela continue. Pour avoir des protéines, nous devons avoir des chaînes polypeptidiques, comme on vient de vous montrer sur la première diapositive ou la seconde diapositive. Donc, on doit savoir et comprendre comment la synthèse d'une liaison peptidique se fait. Ici, nous avons 2 acides aminés et nous allons constater tout de suite qu'un acide aminé se compose d'un atome de carbone central. Et à droite ou à gauche, d'un côté, nous avons ce groupe carboxylique qui est C, double liaison O et simple liaison avec le groupe hydroxyle. De même que de l'autre côté, nous avons un groupe amine NH2. Si vous remarquez bien, si vous regardez bien le diagramme, vous allez vous constater tout de suite que ce que je viens de dire est constant dans tous les acides aminés. C'est-à-dire ici, dans le second acide aminé, nous voyons aussi le groupe carboxylique d'un côté, le groupe amine d'un côté et l'atome H qui est l'hydrogène. Et au centre, nous avons un carbone
alpha, que l'on appelle un atome de carbone alpha, c'est un atome de carbone asymétrique, c'est-à-dire qu'il est lié tout autour par des liaisons simples, mais les groupements autour de ce carbone alpha sont différentes. Ce qui reste, c'est le R. Le R est un symbole pour un groupe variable, c'est-à-dire le R va varier d'un acide aminé à un autre. Et puisque le squelette essentiel de l'acide aminé est le même dans tous les acides aminés, nous allons voir alors que ce qui va faire la différence en caractéristiques entre les acides aminés sera le groupe R ou le radical R. C'est pour ça que nous allons l'étudier en détail. Ici, nous avons un atome H qui fait partie du groupe amine, du premier acide aminé et un groupe hydroxyle. Ils sont colorés en rouge et nous vous montrons alors que nous allons enlever le H et le OH, c'est-à-dire que nous allons enlever une molécule d'eau. Et quand on enlève cette molécule d'eau, on va trouver que le carbone, ici à gauche, va être obligé de faire une liaison simple avec le nitrogène. Donc, on a perdu une molécule d'eau pour former cette grande molécule qui est un dipeptide. C'est quoi un dipeptide? C'est une molécule qui est faite de deux acides aminés et qui montre entre eux une seule liaison. Cette liaison, nous l'appelons une liaison peptidique. Une liaison peptidique est formée de NH d'un côté, C double liaison O de l'autre côté et une liaison simple entre le carbone et le N. Puisque la liaison est une liaison peptidique, donc la chaîne, d'ailleurs, elle est appelée une liaison peptidique parce que quand elle est faite, quand elle est synthétisée, nous obtenons un dipeptide ou un tripeptide ou un polypeptide. C'est pour ça qu'elle est appelée une liaison peptidique. Ici, nous vous montrons encore une fois la structure des acides aminés avec le groupement acide d'un côté, le groupement amine de l'autre côté, l'atome hydrogène du troisième côté, le carbone central H et le radical qui est la portion variable. Donc, les acides aminés sont composés d'un groupe carboxyle d'une part, d'un groupe amine d'une autre part, d'un atome d'hydrogène et d'un groupe variable R que l'on appelle d'ailleurs la chaîne latérale. Et tout cela est fixé à un atome de carbone qui est central et en même temps asymétrique parce que les groupements autour de cet atome ne sont pas semblables et on l'appelle le carbone alpha. Le groupement R, qui est également appelé la chaîne latérale ou la chaîne variable ou le groupe variable, va différer selon l'acide aminé, c'est-à-dire que les acides aminés différents n'ont pas le même groupe R. Non seulement ça, mais vous allez apprendre aussi que les aminoacides ou les acides aminés sont classés ou classifiés en fonction de leur groupement R qui va changer leurs propriétés chimiques. Donc la différence essentielle entre tout, et ça c'est très important à retenir, que la différence entre les différents aminoacides est le résultat de la différence du groupement R seulement. Pourquoi? Parce que le reste du squelette est commun, est exactement le même dans tous les acides aminés. Et donc, les propriétés chimiques et physiques des acides, des acides aminés va dépendre de R. C'est-à-dire que R va déterminer si cet acide aminé est hydrophile ou hydrophobe, acide ou basique. Donc, on classifie les aminoacides en acides aminés hydrophiles ou hydrophobes ou acides ou basiques selon leur R. Si le R est hydrophile, donc l'acide aminé est hydrophile. Si le R est hydrophobe, donc l'acide aminé est hydrophobe. Et donc, ces groupements R, dans les chaînes, quand vous avez une chaîne polypeptidique, vous n'avez pas un seul aminoacide, vous avez plusieurs acides aminés et donc plusieurs R. Et donc, c'est les interactions entre ces groupes R
qui vont définir la structure des acides aminés, comme nous allons voir dans la partie sur la hiérarchie des protéines. Et si la structure est déterminée par R, donc la fonction de la protéine tout entière est déterminée par le groupement R. Ici, on vous donne deux exemples. Ça, c'est le carbone central, bien sûr, puisque nous avons à droite le groupe carboxylique, à gauche le groupe amine, en haut nous avons l'atome d'hydrogène. Donc tout cela, c'est le groupement R. Ce groupement R n'existe pas nécessairement dans tous les acides aminés parce que c'est ça qui distingue l'acide aminé. Vous pouvez voir par exemple dans ce radical R variable que nous avons une chaîne aliphatique au début et qu'à la fin, nous avons un autre groupe carboxylique. Donc, le premier résultat, c'est que l'acide aminé tout entier est acidique. Pourquoi? Parce qu'il a deux groupements acides, l'un dans le squelette essentiel de l'acide aminé et l'autre dans la chaîne latérale. Par contre, nous avons seulement un groupe amine basique, donc deux groupes acidiques et un groupe basique. Donc, l'acide aminé tout entier, globalement, est considéré acide. Pourquoi est-ce qu'on considère le groupe carboxylique acidique? Nous allons expliquer ça en détail, mais pour le moment, vous pouvez comprendre au moins que ce groupe carboxylique dans un milieu neutre comme l'eau peut perdre ce proton. Et quand il perd une charge positive, donc cette partie de la molécule va avoir une charge négative. Le fait que le groupe est acidique n'est pas à cause de la charge négative, mais à cause de la capacité de ce groupe carboxylique de perdre un proton dans la solution. Parce que vous savez qu'un acide est défini par être une substance qui est capable de perdre des protons dans la solution et ajouter des protons à la solution. Dans l'autre acide aminé, vous avez encore le squelette essentiel qui est commun entre, je le répète plusieurs fois parce que c'est très important, ce squelette essentiel est commun dans tous les acides aminés. Donc nous avons le carbone alpha, l'hydrogène, le groupe carboxylique, le groupe amine, et vous pouvez constater tout de suite qu'ici on vous représente le groupe carboxylique après avoir perdu son proton. Donc ici, vous avez une charge négative, mais aussi ici, ce proton qui a été perdu du groupe carboxylique va être ajouté au groupe amine qui va être NH3 au lieu de NH2. NH2 était neutre, mais quand le proton est venu s'attacher ici, donc ici, c'est positif. Et donc, cette partie qui est le squelette de l'aminoacide dans l'eau, dans un pH neutre, a toujours une charge négative, ou la plupart du temps une charge négative sur le groupe carboxylique et une charge positive sur le groupe amine. Mais cela, encore une fois, est commun entre tous les aminoacides. Donc le squelette est polaire, c'est-à-dire qu'il y a une partie, et il est fortement polaire, parce que la charge ici n'est pas une charge partielle à cause de différences de négativité, mais c'est une charge réelle à cause de la perte du proton. Et ici aussi, la charge est réelle et forte. Donc, le squelette a toujours un côté qui est négatif et un côté qui est positif, et c'est ça ce qu'on appelle le zwitterion. Mais maintenant, nous allons revenir à la chaîne latérale, parce que nous venons de dire que peu importe le zwitterion, parce que pour différencier, c'est pas qu'il n'est pas important le zwitterion, mais il n'est pas important pour différencier les acides aminés. Et donc, ce qui importe, c'est la chaîne latérale. Ici, la chaîne latérale a un groupement NH3 qui a attiré un proton de la solution. Donc, cette chaîne latérale R est une chaîne polaire parce elle a une charge. On dit polaire que ce soit une charge partielle ou une charge réelle. Quand c'est une charge partielle, on dit polaire. Quand c'est une charge réelle, comme ici, à cause de l'attraction ou le gain d'un proton, on dit qu'il est fortement polaire. Les 20 acides aminés standards vont se classifier principalement selon leur chaîne latérale ou le radical R. Le radical R va déterminer, bien sûr,
la nature chimique, puisqu'on vient de dire qu'il y a certaines chaînes latérales qui sont acidiques, d'autres qui sont basiques, et aussi le radical R, comme on vient de l'expliquer, va déterminer la polarité, et la polarité va déterminer le comportement des chaînes polypeptidiques dans l'eau et donc comment ces chaînes polypeptidiques vont se faire des liaisons entre elles. Et quand elles font des liaisons entre elles, elles peuvent plier la molécule et la molécule sera repliée d'une façon différente selon les différents R. Et nous allons voir ça dans la seconde vidéo qui est la hiérarchie des protéines. Ici, nous allons classifier encore une fois les acides aminés selon la nature chimique du radical R. Le radical R ici est une chaîne linéaire, mais elle est ramifiée, c'est-à-dire que nous avons une chaîne aliphatique linéaire, non cyclique, mais elle est ramifiée. Exemple de cette structure chimique, nous avons la valine, la leucine et l'isoleucine. Mais ici, dans l'autre acide aminé, nous avons simplement une chaîne linéaire qui n'est pas branchée et elle n'est pas polaire. C'est pas vraiment une chaîne. Ici, c'était CH2, CH3, ça aurait été une chaîne. Mais ça aussi, on le considère comme une chaîne aliphatique qui est non branchée. L'exemple est la glycine ou l'alanine qui a ici CH2, CH3. Mais aussi, vous pouvez constater tout de suite qu'ici, nous avons le groupe carboxylique, ici, nous avons le groupe amine, ici, nous avons le CH, qui est la plupart du temps pas écrit, parce que vous constatez tout de suite qu'il est ici, mais on ne veut pas que le diagramme soit et beaucoup de lettres parce que cela peut vous causer de la confusion, mais sachez qu'ici, il y a le carbone central et le H que l'on ne voit pas. Donc, cette partie de la molécule, c'est le squelette et ça, c'est le groupe R. Ici, nous pouvons constater tout de suite que nous avons un groupe hydroxyle OH et on le considère un groupe alcoolique, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement un groupe hydroxylé, mais c'est aussi un groupe alcoolique. Pourquoi? Parce que cet hydroxyle est dans une molécule organique tout d'abord et ensuite il est attaché à un carbone et ce carbone-là a des liaisons simples tout autour. Les aminoacides ou acides aminés qui ont des chaînes à fonction alcool, des chaînes hydroxylées à fonction alcool sont la sérine et la thréonine. Vous n'êtes pas supposé, bien sûr, savoir par cœur les structures chimiques. Ça, c'est un niveau plus élevé, par exemple, dans le collège. Mais pour le moment, vous devez savoir seulement les exemples. Parfois, ici, bien sûr, vous pouvez constater tout de suite que ça, c'est le squelette essentiel. Nous avons un groupe carboxylique, un groupe amine, le carbone central et le H. Et ça, c'est la chaîne latérale, le groupement R, et nous pouvons constater tout de suite qu'elle est linéaire, aliphatique, non branchée, non cyclique, mais aussi qu'elle est soufrée, c'est-à-dire qu'elle a du soufre. Ça, c'est la méthionine, mais la cystéine aussi a du soufre. La présence du soufre est très importante parce que quand il y a deux acides aminés dans deux sites différents sur la chaîne polypeptidique, et chacun a son soufre, donc ils peuvent faire une liaison covalente très forte entre eux parce qu'elle est covalente, et donc ils vont plier, ils vont causer l'application de la molécule de protéine, et on voit ça souvent dans les cheveux, dans la kératine qui est pleine de soufre, et donc les cheveux frisés sont à cause de ces euh, euh, liaisons bivalentes entre le soufre et un autre atome de soufre. Elles sont des liaisons simples, pardon. Parfois, les chaînes ont des fonctions acidiques, comme dans l'acide aminé qui s'appelle l'acide glutamique ou l'acide aspartique. Si vous remarquez ici, vous avez le groupe carboxylique et nous avons parlé longuement du groupe carboxylique et pourquoi il est considéré acide, parce qu'il a tendance à perdre un proton dans la solution. Mais parfois, la chaîne latérale ici, encore une fois, ça c'est le groupe carboxylique,
les carbones ne sont pas montrés sur la chaîne. Ici, à ce point-là, nous avons le carbone central et l'hydrogène, et ici, nous avons le groupe aminé, et ça, c'est la chaîne latérale. La chaîne latérale est longue, mais à la fin, nous avons trois groupements qui sont basiques. Ici, nous avons NH2, ici, nous avons NH, mais ce NH peut attirer un hydrogène de la solution et être NH2 ou même être NH3. Donc, puisque ces groupements ont la capacité d'attirer des protons de la solution, donc ils diminuent l'acidité, ils élèvent le pH de la solution et donc le groupement est basique et donc l'acide aminé tout entier est basique. Mais il y a une autre classification des aminoacides selon leur importance nutritionnelle chez l'humain. Il y a des acides essentiels, indispensables, c'est-à-dire vous devez les trouver dans votre alimentation. Pourquoi? Parce que votre corps n'est pas capable de les synthétiser. Donc, la source de ces acides aminés doit être une source extérieure dans vos nutriments, dans vos aliments. La histidine, l'histidine, l'isoleucine, leucine, lysine, méthionine, phénylalanine, thréonine, tryptophane, valine, tout ça, ce sont des acides aminés essentiels que vous trouvez par exemple dans la viande, les poissons, le poulet. Dans les sources végétales, vous devez avoir deux sources ou trois sources pour pouvoir couvrir tous les acides aminés indispensables parce que chaque source végétale ne contient pas tous les acides indispensables. Mais il y en a d'autres acides aminés qui sont synthétisés par le corps et donc ils ne sont pas essentiels, c'est-à-dire que vous avez une source intérieure de ces acides aminés. Ici, encore une fois, nous voyons des exemples d'acides aminés. Donc, ce qui est coloré en violet ici, c'est le squelette essentiel qui est commun entre les acides aminés et qui, tout le temps, a une charge réelle négative sur le carboxyle et une charge réelle positive sur le groupe amine. Et donc, ce squelette essentiel qui est commun entre les acides aminés forme ce qu'on appelle un zwitterion, c'est-à-dire c'est une molécule qui a deux charges opposées, mais ces charges opposées sont égales et donc elles vont s'annuler. Donc le zwitterion tout entier, malgré qu'il soit polaire, bien qu'il soit polaire, mais il est neutre. Mais alors, ce qui va faire la différence, comme on vient de le dire, c'est la chaîne latérale. Ici, nous avons une chaîne latérale basique parce que le groupe amine a acquéri un proton. Attirer des protons de la solution veut dire que la chaîne est basique. Ici, le groupe est acide parce qu'il est capable de perdre ou de fournir des protons à la solution et rester sans protons et donc euh, euh, avoir une charge négative. Et nous avons aussi des chaînes latérales qui sont neutres et qui sont non polaires. Et nous avons des chaînes latérales qui sont polaires. Le groupe hydroxyle est considéré polaire parce que l'électronégativité est différente. L'oxygène a une électronégativité bien plus haute que celle de l'hydrogène et donc les électrons vont passer un temps plus long autour de l'oxygène. Donc l'oxygène va avoir une charge partiellement positive alors que l'hydrogène va avoir une charge partiellement positive. Donc, quand le pH du milieu autour des acides aminés est neutre, on peut distinguer les acides aminés selon leur chaîne latérale. Si la chaîne latérale est polaire ou chargée, que ce soit une charge partielle ou une charge complète réelle, vont être des acides aminés hydrophiles. Et si la chaîne latérale est non polaire, donc l'acide aminé sera hydrophobe. Donc,
tout cela dépend de la nature du radical R. Donc, le radical R est très important pour la différenciation des caractéristiques chimiques des protéines. Par exemple, nous allons voir ici, encore une fois, d'autres exemples sur des aminoacides apolaires ou hydrophobes. Donc, apolaire, c'est-à-dire qu'il n'a pas de charge sur la chaîne R, et donc ils seront hydrophobes, comme la lanine, la valine, la leucine, l'isoleucine, la proline, la méthionine, la phénylalanine, le tryptophane et la glycine. Toutes ces molécules d'acides aminés sont hydrophobes. Et si vous regardez ici la chaîne du radical R, vous pouvez constater tout de suite qu'il n'y a pas de charge, ni de charge réelle complète, ni de charge partielle. Ceci s'applique ici aussi et dans la proline. Ces points-là représentent les points où le carbone et l'hydrogène, bien sûr, sont présents et on ne les écrit pas sur le diagramme. Ici, c'est un peu difficile pour vous, c'est-à-dire c'est un niveau plus élevé parce que nous avons un NH qui peut acquérir un proton et donc on ne peut pas dire qu'il est complètement apolaire ou hydrophobe, mais vous pouvez vous concentrer sur la méthionine et la valine. Parfois, on a des groupements polaires, comme ici, et ces groupements polaires-là sont bien sûr hydrophiles. Par exemple, nous voyons ici que nous avons dans la tyrosine, nous avons un groupe amine qui a acquéri un proton et qui est devenu positif. Mais bien sûr, le groupement R est cyclique. L'explication avec des groupements R qui contiennent des cycles est plus difficile, mais vous allez vous concentrer seulement sur cette charge-là. La charge sur l'oxygène ici, et la charge négative du groupement carboxylique. Donc, dans les trois acides aminés, la serine, la thréonine et la tyrosine, nous avons un groupement NH2 qui a acquéri un proton et qui est devenu positif. Donc ici, les molécules sont polaires et elles sont hydrophiles, mais non chargés, ça c'est une faute. Ils sont chargés, ils sont polaires et chargés, c'est-à-dire qu'ils sont hydrophiles. Vous allez, s'il vous plaît, enlever ce nom-là. Donc ils sont polaires, ils sont chargés, ils ont une charge véritable parce qu'ils ont acquéri un proton et donc ils sont hydrophiles. Ici, nous avons des acides aminés qui ont des groupements R, comme ici. Vous savez bien sûr que cette partie de la molécule, c'est le squelette essentiel des acides aminés qui est constant dans tous les acides aminés. Donc, nous allons nous concentrer sur la chaîne latérale. Ici, la chaîne latérale contient COO avec le signe moins, c'est-à-dire une charge négative. De même qu'ici, c'est la même chose, mais la chaîne est plus longue. Donc, les chaînes latérales où le groupement R sont chargés, donc ils sont polaires, mais cette fois-ci, ils sont chargés négativement. Dans la diapositive précédente, les groupements R étaient chargés positivement. Ils étaient polaires et chargés. Ici, ils sont polaires et chargés, mais chargés négativement parce que ce sont des groupes acidiques qui ont tendance à perdre des protons dans la solution. Les exemples fameux sont l'acide glutamique et l'acide aspartique. Vous pouvez constater tout de suite que la chaîne dans l'acide glutamique diffère seulement ici avec ce CH2 qui est entre CH2 et COO. Donc, la molécule d'acide glutamique est très proche à celle de l'acide aspartique, mais la chaîne latérale est plus longue. Ici, nous avons encore une fois des chaînes latérales qui sont positives parce que le groupement amine a acquéri un proton de la solution.
Ici, nous retournons au concept très important qui est le zwitterion. Nous l'avons expliqué rapidement sur des diapositives précédentes. Un zwitterion est une molécule qui porte deux charges électriques opposées. Et ces deux charges électriques opposées sont égales, donc elles vont s'annuler. Et donc, globalement, le zwitterion est considéré électriquement neutre. Qu'est-ce que c'est que le point isoélectrique et comment est-il lié à un zwitterion? Le point isoélectrique pour une solution est la valeur de pH à laquelle le zwitterion est majoritaire, c'est-à-dire le pH à laquelle ou le pH auquel la majorité des molécules d'acides aminés sont sous la forme d'un zwitterion est considéré le point isoélectrique. Donc, encore une fois, un zwitterion est un acide aminé. Ici, un exemple spécifique de zwitterion, parce que la plupart des zwitterions sont des acides aminés. Donc, c'est un acide aminé qui possède deux fonctions chimiques principales. Donc, non seulement le zwitterion a d'un côté une charge négative et de l'autre côté une charge positive, mais il a d'un côté un groupement acidique et de l'autre côté un groupement basique, c'est-à-dire que le zwitterion donc a des propriétés acidiques et des propriétés basiques. Quand on a un pH qui est proche de la neutralité, comme le pH 7 en cas d'une solution aqueuse, donc une réaction interne se fait à l'intérieur de la molécule que l'on appelle une réaction acide-base interne. Et on vient de parler de cette réaction. On vient de dire dans un diagramme précédent ici, par exemple, que le proton, le groupe carboxylique a tendance à perdre le proton. C'est pour ça que l'on considère un acide un groupe acidique, alors que ce même proton peut être acquis par le groupement amine qui va être NH3 au lieu de NH2. Et puisque ce groupement amine est capable d'attirer le proton et d'enlever de la solution, donc c'est un groupement basique parce qu'il diminue l'hydrogène dans la solution. J'avais pas besoin de retourner à une diapositive précédente parce que nous avons le diagramme ici. Et vous voyez ici ces deux flèches réversibles qui vous disent que la réaction est réversible, c'est-à-dire un aminoacide peut se convertir en un zwitterion et un zwitterion peut retourner un acide aminé sans avoir de charge et cela dépend du pH de la solution. Pardon. Donc, qu'est-ce que c'est que le point isoélectrique? C'est le pH exact pour lequel la charge électrique nette de l'acide aminé est nulle. Et vous savez maintenant que la charge électrique nette de l'acide aminé sera nulle seulement quand on a un zwitterion. Parce que à ce pH spécifique qui nous permet d'avoir le zwitterion, 100% ou presque 100% des molécules de cet acide aminé seront sous la forme de zwitterion. Et donc, elles auront des charges opposées égales et donc les charges vont s'annuler. Donc, si on place l'acide aminé dans un champ électrique à ce pH qui est égal au point isoélectrique et qui est égal à un pH neutre, c'est-à-dire 7 comme l'eau, il ne va migrer ni vers l'anode ni vers la cathode. Pourquoi? Parce qu'il n'est ni négatif pour migrer vers l'anode, ni positif pour migrer vers la cathode. Il est le zwitterion globalement est neutre. C'est vrai que d'un côté, nous avons une charge négative sur le groupe carboxylique, de l'autre côté, nous avons une charge positive sur le groupe amine, mais globalement, c'est considéré neutre. Mais les molécules d'acides aminés ne se transforment pas en zwitterion que quand le pH
est autour du point isoélectrique ou bien exactement égal au point isoélectrique. Si nous avons des pH plus bas ou des pH plus hauts, donc nous n'allons pas voir les zwitterions ou le nombre ou le pourcentage de zwitterions dans la solution va diminuer. Donc la charge d'un acide aminé et donc le zwitterion va changer constamment en fonction du pH du milieu. Bien sûr, si votre pH est exactement égal au point isoélectrique, donc l'acide aminé sera sous forme de zwitterion, c'est-à-dire qu'il sera neutre. Mais si le pH est dans un milieu acide, c'est-à-dire le pH est plus bas, plus acide que si vous ne savez pas, si vous ne comprenez pas bien le concept du pH, vous pouvez vous référer à une vidéo très importante sur la chaîne en français qui parle du pH. Donc, quand le pH est plus bas, donc c'est-à-dire que nous avons moins de le pH, la valeur du pH est plus basse, donc c'est plus acide. Et quand c'est plus acide, cela veut dire qu'on a plus de protons. Donc, le milieu est riche en protons. Et donc, l'acide aminé va capter ces protons. Et donc, au début, il était un zwitterion neutre. Quand il capte des protons en plus, donc, il sera positivement chargé et la molécule tout entière sera considérée un cation organique. Mais si le pH est plus haut que le pH isoélectrique, c'est-à-dire si le milieu est basique, donc le milieu n'a pas assez d'hydrogène, n'a pas assez de protons, pardon, et donc l'acide aminé va fournir des protons, va donner ces protons au milieu. Donc il était au début zwitterion, il était globalement neutre, il va donner des protons, donc il y aura un manque de protons positifs et donc la charge globale sera négative et la molécule d'acide aminé sera considérée un anion organique. Donc, la polarité globale de l'acide aminé dépend uniquement de la chaîne latérale, comme on vient de dire, et non de son squelette central, bien que le squelette central soit chargé. Mais puisque cette charge est commune entre tous les acides aminés, donc elle n'est pas importante pour différencier les aminoacides. Ce qui les diffère, c'est le R. Donc, par exemple, ici, on répète l'explication, à pH neutre, tous les acides aminés forment effectivement un zwitterion parce que leur groupe carboxylique aura une charge négative après avoir perdu ses protons et le groupe amine va devenir positif et basique après avoir gagné des protons, mais quand même, cela ne peut pas qualifier l'acide aminé de polaire puisque tous les acides aminés font ça. Et c'est pour ça qu'on ignore ces charges qui sont de chaque côté du zwitterion. Et ici, on vous donne plus d'explications. Pourquoi alors distingue-t-on la chaîne latérale? Parce que le squelette est identique pour tous. Tous les squelettes des aminoacides ou des acides aminés font des zwitterions dans un milieu aqueux où le pH est neutre. Donc, le groupement zwitterionique où vous avez le carboxyle négatif d'une part et l'amine positif d'une autre part et le carbone central avec l'hydrogène au milieu, ça c'est une constante pour les 20 acides aminés standards à pH neutre. Pourquoi est-ce que je suis en train de lire la diapositive? Parce que nous avons expliqué ça plusieurs fois, mais maintenant, il est nécessaire d'organiser nos idées pour que vous sachiez comment vous allez répondre une question à propos des zwitterions par exemple, si on vous demande de justifier pourquoi la chaîne latérale distingue les acides aminés. Donc, si l'on se basait sur le zwitterion, la classification n'aurait aucun intérêt, car tous les aminoacides seraient identiques. Donc, le radical R va dicter les propriétés. C'est la chaîne latérale qui varie entre les aminoacides et donc qui détermine le comportement chimique des acides aminés, non pas seulement le comportement chimique, comme le repliement des protéines dans l'espace, mais aussi la solubilité qui est une propriété physique.
Par exemple, ici, nous avons l'alanine qui est considérée non polaire simplement parce que sa chaîne latérale est un groupe méthyle CH3. Et comme vous le savez, dans un groupement méthyle, les électrons sont partagés également autour du carbone. Donc, il n'y a pas de charge locale ni d'asymétrie, c'est-à-dire des charges partielles. Et donc, la chaîne latérale est hydrophobe parce qu'elle est apolaire ou non polaire et l'acide aminé tout entier est considéré non polaire. La sérine, alors, est considérée polaire. Pourquoi? Parce que la sérine a un groupement CH2OH. Le groupement OH ici, comme on vient de l'expliquer, est un groupement apolaire. Pardon, est un groupement polaire parce qu'il y a une distribution inégale des électrons en faveur de l'oxygène, puisque l'oxygène a une plus grande électronégativité. Et vous pouvez vous référer alors à la vidéo sur la polarité de l'eau. Et donc, l'hydrogène aura une charge partiellement positive et l'oxygène aura une charge partiellement négative. Et donc, l'hydrogène, qui a une charge partiellement positive, peut faire des liaisons hydrogène avec l'oxygène partiellement négatif des molécules d'eau qui sont tout autour de cet amino-acide. Encore une fois, vous pouvez vous référer aux vidéos en français sur la polarité, sur la chaîne, pour vous rappeler de ces détails. Donc, la sérine est considérée polaire parce que sa chaîne latérale possède un groupement hydroxyle, OH. L'oxygène étant plus électronégatif que l'hydrogène, va attirer les électrons, va créer un dipôle local parce que l'oxygène sera négativement ou partiellement négatif et l'hydrogène sera partiellement positif. On appelle ça un dipôle parce que nous avons deux charges différentes sur le groupement hydroxyle et cela lui permettra de faire des liaisons avec l'eau et donc la sérine se dissout facilement dans l'eau. Donc, en résumé, même quand un acide aminé est dit non polaire, n'oubliez pas qu'il possède une tête zwitterionique très polaire, mais une queue strictement apolaire. Et donc, en biochimie, c'est cette queue qui va déterminer la nature chimique de l'acide aminé. Encore une fois, on vous rappelle que le groupe carboxylique est considéré acide parce qu'il libère des protons dans la solution et devient négatif après avoir perdu les protons positifs, alors que le groupement amine est un groupement basique qui va acquérir ou capter des protons et avoir une charge positive. Et c'est comme ça qu'à partir de seulement 20 acides aminés différents, nous allons voir dans la vidéo précédente de la hiérarchie des molécules de protéines comment ces acides aminés peuvent former des chaînes polypeptidiques qui se replient de façon différente et qui ont de différentes longueurs, différents aminoacides, différentes organisations ou différents ordres de ces acides aminés dans les chaînes polypeptidiques et tout ça est responsable de la diversification des molécules de protéines. Encore une fois, nous voyons des liaisons peptidiques. Si vous avez cette structure-là, deux acides aminés qui ont perdu une molécule d'eau, on appelle ça la condensation ou la synthétisation par déshydratation. Pourquoi synthétisation? Parce que à partir de deux aminoacides séparés, on a obtenu deux acides aminés qui sont joints par une liaison peptidique. Donc, c'est une synthétisation, pardon, et c'est la synthétisation par déshydratation. Déshydratation veut dire qu'on a enlevé une molécule d'eau. Quand vous avez une molécule qui est faite de deux acides aminés avec une liaison peptidique entre eux, qui est cette liaison covalente et très forte entre le C double liaison O et le NH, donc tout ça représente la liaison peptidique, vous appelez ça un dipeptide. Donc, un dipeptide est formé de deux acides aminés avec une liaison peptidique entre eux. Si vous avez un tripeptide, donc
vous avez 3 aminoacides et entre eux, vous avez seulement 2 liaisons peptidiques en perdant 2 molécules d'eau. Et donc, le nombre de liaisons peptidiques est toujours égal au nombre des acides aminés moins 1. Dans la vidéo suivante, nous allons parler de la hiérarchie des protéines et comment les protéines peuvent se replier pour former des protéines primaires ou secondaires ou tertiaires ou quaternaires. Et ça, on va l'expliquer en détail dans la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo et si vous l'avez trouvée utile, donc partagez-la avec vos camarades de classe et vos collègues. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne vous êtes pas encore abonné. Écrivez-nous vos commentaires et cliquez sur like, bien sûr. Merci et à bientôt.